Donc là, c'est très important de comprendre ça. Moi-même, en tant qu'ONG, j'ai participé à la mise en place de ces comités villageois qui vont gérer les AGR, qui vont appuyer donc l'agent de santé communautaire. Et je sais que il ne suffit pas seulement de donner de l'argent, mais aussi de faire le suivi en formation, etc. Et à chaque fois qu'on est là, on est capable, on peut aussi rectifier on peut aussi continuer la formation, donner quelques conseils, etc. Et à chaque fois que le suivi marche, donc on sait que ça va marcher là. Donc je crois que c'est très important. Tirimé, c'est une localité aussi, le ciblage, au niveau du ciblage des villages. Tirimé, c'est un village qui n'est pas sur le goudron, qui est loin d'une ville aussi, de quelques quinzaine ou vingtaine de kilomètres. Là aussi, c'est un paramètre très important. Donc, ce sont des éléments réunis pour réussir cette stratégie. Donc, voilà. Moi, ce que j'aimerais augmenter un peu de ce que mon compatriote a dit, c'est de savoir qu'au Imara, on a 75 agents de santé communautaire, dont seulement 50 qui sont formés. Et actuellement, on devrait avoir une formation bientôt pour le reste des ASC. Le Guidimarat, c'est une région difficile, confrontée à beaucoup de difficultés actuellement, surtout le nomadisme. Actuellement, en général, les animaux se retrouvent là-bas, on a beaucoup de nomades. Donc, ce qui fait que la situation n'est pas du tout facile. Et nous avons notre partenaire vraiment qui a à travers lui les GAT qui, avec eux, on travaille en bonne collaboration pour vraiment améliorer les choses au niveau de nos communautés. Et cette stratégie est tellement importante pour nous parce qu'on a des localités difficiles d'accès et que c'est pas trop facile de se déplacer, surtout en certaines périodes de l'année, pendant l'hivernage par exemple. Ok, je vous remercie. Bon, je vais augmenter par rapport à la petite communautaire et la GER qu'on vient de parler à Triimé. Donc, je suis le superviseur de la zone. Avant de mettre en place cette petite, ou bien l'ISB, la construction déjà, c'est l'engagement communautaire. C'est la communauté elle-même qui ont construit l'unité de santé de base plus la petite communautaire. Mais avec l'appui d'action contre la faim, si je dis l'appui d'action contre la faim, le superviseur, il est sur le terrain, le superviseur de la zone, c'est moi. Donc avant de mettre en place cette politique d'abord, on a commencé par le dialogue communautaire. Donc il faut faire le dialogue communautaire, faire une rencontre entre les leaders communautaires et aussi les décideurs. Dans chaque village, il y a des décideurs, il y a les leaders communautaires. Quand on parle des leaders communautaires, par exemple, peut-être le chef de village, l'imam, mais souvent aussi il y a les décideurs. Mais si on dit qu'on va construire une boutique, donc le décideur peut dire que dans un mois ou bien dans une semaine, il faut construire une boutique ou bien il faut construire une ISB. Donc j'ai commencé par ce dialogue d'abord. Donc le dialogue aussi, c'est impliquer tout le monde. Parce que quand on parle de la communauté, il faut impliquer parce que durant la période de dialogue, il y avait le chef de village, l'imam, les représentants de la jeunesse, la femme influente, la présidente des coopératives, donc c'était tout le monde. On a fait un dialogue donc, avec l'argent donné par les bailleurs, les 100 000 OGIA, ils ont décidé de mettre une boutique communautaire en place. Donc la boutique est mise en place vers le 6e mois 2018. Mais chaque 3 mois, ils font le compte de la boutique. Donc, 7e mois, 8e mois, 9e mois, 2 ans, ils ont régularisé, ils ont trouvé un bénéfice presque 115 000 francs CFA. Bon, c'est le converti 115 000 francs CFA. Maintenant, 10e mois, 11e mois, 12e mois, en décembre encore,
ils ont refait le recompte aussi, l'évaluation de la petite, ils ont eu 300 000 francs CFA de bénéfices. En fin mars, Inch'Allah, ils vont faire leur troisième recompte. Donc, et aussi, par rapport à ces activités aussi, c'est toute la population, surtout les aides de village, les imams, tout le monde est inclus dans ça. Les représentants de la jeunesse, quel est le rôle de la jeunesse dans la communauté? Quel est le rôle des imams? Parce que les imams, durant la prière ou bien le vendredi, ils font la prêche. Si la localité ou bien la population a vu que l'imam parle de la malnutrition au niveau de la mosquée, donc les femmes, les enfants, ils vont dire, ah, en tout cas c'est très important. C'est que maintenant, au niveau de la mosquée, les gens parlent maintenant de la malnutrition. Donc c'est avec la mobilisation de tout le monde que vraiment cette localité Triémé a pu mettre en place. Et aussi, c'est très bien que, sans l'argent d'action contre la faim, déjà ils sont là en train de travailler avec leurs fonds propres. Leurs fonds propres. Donc c'est ça que je voulais augmenter par rapport à ça. Merci. Ok. Avant de vous donner la parole pour certaines questions, j'aimerais bien mettre quelques sujets dans la discussion. Dans ces activités, on est tellement clair le rôle de chacun de nous dans une solution. Parce qu'en fait, le rôle d'action contre la faim, ça a été entre ce qu'il a l'obligation de fournir les services et ce qu'il demande les services. Et nous, on est un interlocuteur entre les deux niveaux. Et vraiment, c'est exercice de trouver les espaces pour parler avec la communauté, pour trouver la solution, parce qu'en fait, ce n'est pas une idée d'action contre la faim, c'est une idée de la communauté. Mais on n'a pas connu ces solutions justement jusqu'au moment qu'on a ouvert ces discussions dans la communauté. En fait, on doit tomber toujours sur le rôle de chacun de nous sur la solution des problèmes. Et pour ne pas faire quelque chose que ce n'est pas de notre compétence. Et dans cet exercice, on vient être clair que le rôle d'action contre la faim, c'est d'être entre les deux niveaux, le niveau des titulaires d'obligations et les titulaires on va dire, nous sommes les titulaires de responsabilités et les communautés, c'est les titulaires de bénéfices de toute cette intervention. Alors, on ouvre la minimum 3 questions. On commence pour ceux qui ne sont pas parlés encore. On commence pour Abias. Merci pour la Mauritanie. Je voulais avoir quelques clarifications sur le type d'AGR. Est-ce que uniquement ce sont des boutiques ou c'est en fonction des localités, c'est diversifié? Et aussi pour la gestion, on sait que si on doit faire, voilà, il y a une AGR, une activité génératrice, est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la gestion pour nous permettre de mieux s'inspirer et voir comment nous, on peut éviter cette difficulté, s'ils peuvent partager ça avec nous? Merci. Alors, merci bien. En tout cas, merci à la mission Mauritanie d'avoir en tout cas partagé cette expérience avec nous. Voilà, à mon avis, je pense que cette initiative est très intéressante dans la mesure où il y a beaucoup de pays actuellement qui cherchent des solutions pour pérenniser justement la motivation des relais communautaires pour qu'ils puissent soutenir le système de santé. Ma première question, c'est de savoir est-ce que le pays, d'abord, est-ce que le pays dispose d'une stratégie de santé communautaire? Si oui, est-ce que notre initiative qu'on veut développer s'inscrit là-dedans? Ça, c'est la première petite question. Et la deuxième question, c'est de connaître un peu le lien entre cette USB-là et le niveau de premier contact du système de santé. Parce que j'ai cru comprendre que les ASC manipulent des médicaments. C'est ça, troussent des médicaments. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le chef de centre de santé le plus proche et cette USP? Voilà, c'était pour ça. Et une autre question? J'allais dire que sans objet, mais peut-être une petite précision par rapport à mes deux préoccupations. L'une sur les types d'AGR. Est-ce que notre type d'AGR aurait réussi? Deuxième point, à quel moment intervient le centre de santé par rapport aux activités de l'ASC pour la prise en charge? Parce que j'ai vu que l'ASC fait de la prise en charge de la masse. Donc, est-ce qu'à un moment
de l'admission à la guérison? Et est-ce qu'à un moment donné, il y a une intervention d'un agent de santé qualifié du centre de santé? Voilà, et la dernière. Merci pour la présentation. Ma question s'apparente un peu à celle de Abias. Vous avez parlé de la réalisation des dialogues communautaires. Je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire, on fait peut-être un peu le diagnostic de l'existant. Mais au cours de ce diagnostic-là, qu'est-ce qui oriente le choix du type d'AGR? Qu'est-ce qui pousse la population à choisir tel AGR et non tel autre? Puisque j'étais dans la région, il y a plusieurs autres types d'AGR, ce n'est pas toujours la boutique. Mais qu'est-ce qui pousse la communauté à choisir un type d'AGR spécifique? Bon, maintenant que les AGR sont mis en place, nous on connaît toujours le problème de gestion. Est-ce qu'il y a vraiment, vous avez parlé des COSA qui supervisent, est-ce qu'il y a un système d'audit avec implication du système de santé ou c'est uniquement le système communautaire qui s'occupe de cette gestion? Et on a parlé d'avoir des bénéfices. Est-ce que ça permet de ravitailler? Parce que parfois, supposons qu'on ne sera pas là, il y aura parfois un problème de rupture en médicaments essentiels pour les activités de l'agent de santé communautaire. Mais est-ce qu'on a pensé à ce que le bénéfice puisse permettre de ravitailler les achats en médicaments? Encore en dernière. Bonjour à tous. Je remercie l'équipe de Mauritanie pour la qualité vraiment et l'expérience aussi. C'est très important. Mais juste, j'ai des petites questions, surtout par rapport à la formation des AIC. Vous avez dit qu'au total, il y a 75 AIC, dont 50 formés. Bon, je ne sais pas, est-ce que la formation, là, c'est uniquement sur la PECIMA ou bien c'est sur le paquet d'activités complet des AIC? Ça, c'est ma première question par rapport à ça. Bon, je réjouis aussi ma voix à l'autre qui a intervenu tout de suite par rapport au suivi des AIC. Est-ce qu'il y a un système de suivi des activités des AIC? Pas seulement par l'agent de santé communautaire, même au-delà de ça, le district sanitaire et aussi la région. Si quand même ce système existe, vraiment d'éclaircir cela aussi également. Je vous remercie. C'est vrai qu'on n'a pas présenté tous les modèles d'intervention de l'ICSM, c'est vrai. Peut-être qu'on a besoin de faire une petite explication. Bon, je profite quand même pour vous remercier pour vos différentes questions. Donc, par rapport à l'approche santé commune, bon, ce que je voudrais un peu préciser, c'est que l'État s'est engagé à redynamiser la stratégie de santé communautaire depuis 2015, mais cette stratégie-là ne prend en compte que les 3 pathologies, à savoir la diarrhée, l'IRA et l'ASC. Ce sont les 3 pathologies que l'ASC doit prendre en charge dans l'ISB. Et également les formations qu'ils font, c'est sur ces 3 pathologies. Maintenant, nous, Action contre la faim avec le financement OBDA, on est en train de mettre en place un projet pilote ICCM-MAS. En plus de 3 pathologies, on a intégré la PEC-MAS dans le paquet d'activités, mais pas dans tous les ISB. C'est uniquement une zone pilote de 12 ISB qui ont été identifiés pour cette approche-là. Donc, les ASC viennent de commencer à faire la PEC-MAS dans les ISB. Donc, nous attendons encore les rapports et voir est-ce que c'est pertinent, est-ce que l'approche est efficace. On est à ce niveau-là. Donc, pour revenir un peu sur les questions, donc je vais répondre certaines questions et d'autres, je vais laisser mes collègues répondre. Donc, par rapport à la question par rapport à la stratégie de santé communautaire, comme je disais tout à l'heure, le pays est doté de la stratégie de santé communautaire depuis 2015. Maintenant, le gros défi, c'est la motivation des ASC. Même au niveau du ministère, en discutant avec eux, par rapport à la motivation de ces gens de santé communautaire, ils n'arriveront pas à te donner une réponse exacte. Ils sont là en train de toucher partout.
Et ils ont même allé jusqu'à dire que pourquoi pas prendre les ASC comme les infirmiers chefs de poste, leur donner des contrats, leur intégrer dans le système et ils seront salariés. Mais pour cela, il faut des moyens, il faut des coûts. Maintenant, avec l'appui des partenaires, nous essayons de chercher des solutions innovantes comme l'AGR qui est mis en place à Tourimé. Et là également, ça dépend également de l'implication communautaire. Comme a dit Dembélé, dans certaines localités, nous avons mis en place des AGR, mais ça n'a pas marché comme à Tourimé. Des fois, si la communauté n'est pas très impliquée, ils ne sont pas très motivés, ils accompagnent à un moment donné, ils abandonnent l'AGR. Et par rapport à la question d'Abdias, les types d'AGR, donc, bon, il y a plusieurs types d'AGR. Nous, c'est-à-dire que nous n'imposons pas le type d'AGR à la communauté. Maintenant, c'est en dialoguant avec la communauté, on essaie de donner des orientations. Bon, il y a certaines communautés, ils ont dit qu'eux, ils ne veulent pas faire la boutique communautaire. Ils préfèrent prendre la somme d'argent, se partager entre eux et aller, chacun développe son AGR, les bénéfices. C'est grâce à travers ces bénéfices-là qu'ils motivent l'ASC et voilà. Par rapport à la question d'Alain, c'était pour le système, c'était en fait, effectivement, parce que l'AGR de Tourimé, et en voyant la vidéo, et tu vois que le comité de gestion, eux, quand on a fait les dialogues communautaires, pour un peu leur expliquer comment doit fonctionner l'AGR, eux, ils ont décidé de dire, voilà, 20% des bénéfices de cette AGR-là vont permettre de renouveler le stock des médicaments. Donc, du coup, les bénéfices produits par ces AGR-là permettent quand même d'acheter des médicaments. Et cet achat également s'est fait à la DRAS et ça permet également de réduire le coût des médicaments. Par exemple, s'ils achètent à la DRAS un médicament qui coûte 200 francs CFA et s'ils reviennent, ils vendent ces médicaments-là à 150. Et tout ça, c'est grâce aux bénéfices produits par l'AGR. Donc, du coup, ce système-là existe. Donc, je vais donner la parole à mes collègues et ils vont vous donner plus de détails par rapport à certaines questions posées ici, surtout la DRAS. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que tu as répondu à certaines questions concernant la stratégie communautaire au niveau de notre État. Donc, la stratégie existe. Concernant la supervision au niveau de centre santé, non, au niveau de l'ASC, effectivement, les ASC sont supervisés par les ICP, les infirmiers chefs de poste. En Mauritanie, notre pyramide sanitaire se compose d'un centre hospitalier, de centres de santé qu'on appelle ici hôpitaux de district et les postes de santé. En général, l'infirmier, il est formé en même temps pour la supervision. Quand on forme les infirmiers et quand on forme les ASC, les infirmiers sont aussi formés pour la supervision de ces relais communautaires, de ces ASC dimanche. Concernant la formation, ils sont formés sur le paquet minimum d'activité des ASC, mais depuis l'année dernière, on a introduit la PECIMA et l'ANGE dans leur activité. Et concernant la motivation, on est en train de réfléchir au plus haut niveau de l'État pour voir dans quelle mesure, comme il vient de dire, il n'y a pas de choses très claires pour nous, mais on est en train de réfléchir là-dessus. Je pense que c'est tout. Système de suivi. Oui, il y a un système de suivi, comme je dis, il est supervisé par l'ICP, l'infirmier chef de poste, de sa circonscription sanitaire. Et il se ravitaille au niveau de la DRAS pour les médicaments. Je vous remercie. Oui, je voudrais apporter une petite clarification.
Donc, en Mauritanie, les USB, comme on l'a dit, c'est une stratégie qui est en train d'être mise en place. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'on a souvent des photos d'abandon. Et plusieurs enquêtes circonscrites ont montré que la couverture était très faible. Et qu'est-ce qu'on a identifié? Qu'il y avait un sérieux problème de distance. Il y avait aussi un sérieux problème de déplacement permanent de la population. Mais il fallait chercher à résoudre ce problème. Or, les USB sont une des solutions pour pouvoir résoudre tous les problèmes qui ont été identifiés au niveau de la non-accessibilité aux services PCMA. Or, bien avant, les agents de santé communautaire s'occupaient surtout à dépister les enfants malnutris et à les référer. Mais s'ils peuvent prendre en charge d'autres pathologies qui sont si simples, et que dans d'autres pays, on a bien montré qu'un agent de santé communautaire peut aussi mieux prendre en charge la malnutrition que l'agent de santé qualifié. Mais pourquoi ne pas le faire pour pouvoir casser certaines barrières qui empêchent d'augmenter la couverture? Oui, en fait, c'est un fait de route qu'Action contre la faim déjà, il a commencé, tu te souviens, Abdias, parce que c'est toi le coupable de commencer toute cette histoire. On a commencé à Mali un petit pilote avec un bailleur de fonds privé qui nous a donné l'opportunité de commencer à réagir pour résoudre un problème qui nous a posé à maman. La maman, il a refusé d'aller à les centres de santé parce qu'il n'a pas les moyens de se transporter. Alors, il a préféré de rester dans la maison sans être soigné parce qu'il n'a pas la possibilité. Alors, on a réagi, on a mis ces questions en débat et on a formulé un projet qui s'appelait auparavant C-Project et qui aussi c'est déjà en réalité dans presque tous les pays du niveau Sahel. On est en train de faire, entre guillemets, les pilotes en Mauritanie, mais aussi dans chaque pays, ils sont en train d'adapter leur modèle à leur contexte. Et comme ça, l'adaptation qu'ils sont en train de présenter, ça peut aller pour quelques autres pays ou pas. En fait, je vais donner la parole à Abdias pour lui demander une chose que c'est complémentaire, que c'est justement, aujourd'hui, le ministère de Mali, ils ont réussi à mettre les agents communautaires dans leur pyramide et sont en train d'être salariés. Comment est-ce que ça a été tous ces faits de route jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est un apprentissage et un des moteurs dans ça, ça a été Action contre la faim, surtout avec les modèles communautaires qu'on a mis en place auparavant. On lui donne la parole à Abdias parce que c'est lui qui a commencé l'histoire. Après, on va passer la parole à Mali pour nous dire vraiment ce qu'est la réalité. Ok, merci Antonio. Et donc, comme il a su évoquer, qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette étude pilote? Parce que voilà, il y avait des barrières d'accès où vraiment les mères avaient du mal à fréquenter les structures de santé, surtout pour le suivi régulier. Et du coup, les enquêtes suivies quand même ont montré ces différentes barrières. Donc, l'idée c'était de décentraliser cette prise en charge au niveau communautaire. Et au Mali, les AEC, par exemple, le contexte du Niger que je connais, les cases de santé ne sont pas intégrées dans le système de santé. Et les AEC ne sont pas, ils sont pas salariés parce que au Mali, le système de santé est décentralisé en sorte que c'est la communauté même qui s'organise pour pouvoir ouvrir une formation sanitaire pour pouvoir offrir les soins. Donc c'est la communauté elle-même qui se prend en charge. Donc les AEC, il y a des critères pour les choix, et notamment des sites AEC avec il y a un certain nombre de populations, de distances, tout ça qui sont requis pour pouvoir installer un site d'AEC. Donc nous, l'idée c'est que dans les paquets qui qu'offre cet AEC, notamment comme les autres pays, il n'y a pas la PECMAS, donc AECCM plus la PECMAS. Donc on a intégré cette PECMAS. Le processus qu'on a fait du début, quand on faisait le diagnostic initial, on a vraiment impliqué la division de la nutrition au niveau du ministère de la Santé et pour que tout le processus il soit impliqué. Donc le protocole de recherche a été soumis au niveau du comité d'éthique qui a été validé.
Maintenant, pour assurer ce suivi au niveau communautaire, on a mis en place un comité de pilotage au niveau national et il y a la division de la nutrition, il y a les autres acteurs humanitaires qui interviennent au niveau de la nutrition. Et donc, il y a une équipe de recherche qui a été mise en place pour pouvoir réaliser cette étude. Donc, régulièrement, de façon trimestrielle, et surtout qui a été porté par l'Institut de recherche en santé publique, qui est le côté étatique. Ils font la supervision de l'étude. Donc, ils sont au courant de tout le processus de la mise en œuvre de cette étude. Donc, et chaque 3 mois, il y a une réunion du comité de pilotage pour pouvoir discuter de l'état d'avancement. Donc, ce qui nous a permis, c'était, on avait commencé en 2014, et en 2015, la direction de développement, la direction qui est chargée des soins de santé communautaire devait réviser sa stratégie. Et la stratégie, ils font la révision chaque 5 ans. Ils disent, bon, certes qu'on n'a pas les résultats préliminaires, et ils peuvent intégrer cette prise en charge de la malnutrition aiguë sévère au niveau des ASC, et tout en espérant que les résultats soient concluants, parce qu'ils étaient sur le terrain, donc ils étaient mieux imprégnés. Donc je crois qu'après mon départ, l'année passée, lors de la révision du protocole national de la nutrition, ils ont intégré la prise en charge de la masse par les ASC. Du coup, je laisse la parole à Salimata pour pouvoir dire la suite. Merci. Ok, merci. Donc, après cette phase d'intégration de la prise en charge de la masse par les ASC au niveau du protocole, la partie étatique nous a demandé un certain nombre d'activités à mettre en place pour qu'ils puissent s'engager quand même de la mise à l'échelle de cette stratégie au niveau du pays. Et pour cela, la deuxième phase, nous avons procédé à l'étape suivante pour suivre un peu ce que ça va donner. Et pour cela, nous avons implémenté 3 modèles au niveau des 3 districts sanitaires, dont le district sanitaire de Kita, Kaï et le district sanitaire de Bafoulavé, dont le médecin-chef est présent dans la salle. Et les 3 modèles, c'était surtout pour voir, parce que la première phase a permis de démontrer que si les ASC sont accompagnés, ils peuvent bien et bien faire la prise en charge des masses sans complications. Maintenant, pour cette phase, c'était de voir quel type d'accompagnement et dans quelle mesure du possible pour que le gouvernement puisse s'en approprier. Et pour ça, il y avait un modèle intense, dont la supervision était vraiment intense pour les districts de Kita du moins, non, de Kaï, et un modèle moins intense comme ACF avait duré dans les districts de Kita, pour les ASC de Kita, et un modèle de supervision qui n'est pas du tout intense, qui n'est pas suivi pratiquement. Et ça, c'était la zone contrôle de Bafoulavé. Et pour cela, nous avons quelques résultats déjà qui sont encourageants, mais qui ne sont pas encore validés pour ces 3 modèles. Et nous avons également réalisé certaines études pour voir le coût de ce que ça peut faire pour la prise en charge de ces masses par les ASC en termes d'études socio-économiques et en termes de charges de travail des ASC également. Et toutes ces études pour pouvoir démontrer à l'État, si toutefois vous voulez mettre à l'échelle cette stratégie, voici les différents modèles et les coûts pour les accompagner. Et comme ça, l'État pourra se voir dans quelle mesure il peut choisir comme modèle. Et les résultats de ces études sont en cours de finalisation. Nous ne les avons pas encore finalisés tout à fait. Et après la validation de ces résultats au niveau interne et en collaboration aussi avec les partenaires, nous allons les présenter au grand public. Et à noter que, comme Abdias l'a si bien dit, il y a toujours ces 2 comités, dans le comité technique qui regroupe la Direction nationale de la santé, l'INRSP qui est l'Institut de recherche qui a permis la validation du protocole, et l'équipe ACF également, plus les districts sanitaires dans lesquels nous intervenons. Et le comité de pilotage actuellement siège même au niveau de la cellule de coordination de la nutrition au niveau du ministère. Et le flambeau est porté même par le secrétaire général. Et ce comité se réunit chaque 3 mois, comme il a si bien dit, à ce même rythme. Et également, le comité technique se rencontre
de façon mensuelle ou même en cas de nécessité, ces comités peuvent se représenter. Donc les résultats ne sont pas tout à fait encore finalisés, mais nous pensons que très prochainement, avec cette finalisation et la présentation avec le ministère, nous pourrons passer à la mise à l'échelle. Et nous sommes en train déjà avec le ministère, à travers la Direction nationale de la santé, à travailler déjà sur les outils préliminaires si on veut mettre à l'échelle. Quel sera le module de formation bien simplifié pour les AEC et quel sera le type de modèle de supervision, bien sûr, avec la validation de ces résultats. Sur ce, je vous remercie. Ok, seulement si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à la réalité d'aujourd'hui, justement, pourquoi le ministère s'est engagé à mettre les agents communautaires dans leur système? Merci beaucoup, M. Antonio. Effectivement, en ce qui concerne le ministère de la Santé, tout récemment avec la révision du nouveau protocole de la prise en charge, les AIC ont été intégrés dans le système. Ils font le paquet complet de la prise en charge de la malnutrition. Et nous, à l'arrivée du projet GAC en avril 2018, on a constaté l'impact de ces AIC sur le terrain. Car les données de 2017, le rapport statistique du district sanitaire de 2017 de Bafoulavé, ils étaient à 739 cas de malnutrition aiguë sévère. Et en 2018, nous sommes à 1347 cas. Donc, cela a été dû à l'intervention des AEC. Et ces AEC aussi sont soutenus par d'autres partenaires de l'USAID, tels que SSJI, le service de santé à grand impact. Et ils sont là-bas, ils motivent les AEC de façon mensuelle. Et ils ont eu aussi à former les AEC sur le paquet et sur l'ange aussi et l'apaisement. Mais tout récemment, le projet GAC qui est en cours, nous avons formé les AEC sur les signes de danger de la grossesse, voilà, et de l'accouchement. Donc, ils ont été formés par rapport à ça. Ils ont intégré ça dans leur paquet d'activités. Mais la problématique, c'est quoi? Bafoulavé couvre actuellement 34 sites AEC. Et je pense que jusqu'à présent, c'est insuffisant parce que c'est une zone enclavée. Il y a des zones qui ne sont pas du tout accessibles pendant l'hivernage. Et l'importance de ces AEC, quand même, on doit faire y ressortir et voir également, comme Salimata vient de dire tout de suite, lors de la seconde phase, si on peut élargir un peu nos champs d'intervention, à appuyer ces AEC dans ce sens pour élargir toujours la couverture de la prise en charge de la malnutrition aiguë au sein du district. Juste pour ajouter que l'État quand même est vraiment impliqué dans ce processus. Et avec tout dernièrement, ils ont partagé leur nouvelle réforme. C'est un projet quand même, dans le cadre de la santé, où ils ont mis la prise en charge du salaire de l'AEC par la fonction publique des collectivités. C'est quand même un projet, mais avec l'accompagnement de tous les partenaires et l'implication de l'État, c'est quelque chose qui pourra vraiment aboutir. Donc c'est pour ajouter ce point. Voilà. Juste pour rajouter dans ce sens, moi je travaille beaucoup avec la Banque mondiale sur des expériences vraiment d'intervention à la fois pour le développement de l'enfant, mais aussi pour la santé des communautés. Et j'ai eu le privilège de presque imposer à la Banque mondiale de payer les personnels communautaires. Quand on m'a invité à accompagner le premier programme de transfert monétaire au Niger avec un volet accompagnement, la Banque mondiale voulait faire ce projet sans pour autant motiver le personnel communautaire. J'ai dit non. J'ai dit ça ne va pas marcher si on ne crée pas les conditions vraiment de motivation du personnel communautaire. Antérieurement, j'avais des expériences au Sénégal et dans d'autres pays qui ont montré effectivement que le personnel communautaire s'investit pour les premiers mois en attente vraiment de rétribution. Si ça ne marche pas, effectivement, ça tombe à l'eau.
ça crée un grand conflit au Niger, parce que finalement, la Banque mondiale m'a suivi, et des institutions très importantes au Niger, comme l'UNICEF, étaient très fâchées parce que l'UNICEF ne considérait pas qu'on devait payer le personnel communautaire. Et dans les résultats qu'on a obtenus, effectivement, ça a beaucoup marché et ça a changé la figure des interventions communautaires. Pratiquement, il n'y a pas eu de démission, d'abandon à bon. Il y en a eu, mais pour des cas, pour des raisons spécifiques, liées à la grossesse, liées à la maladie, et ainsi de suite. Mais jusqu'au bout du projet, et aujourd'hui encore, on est dans la deuxième phase du projet, et ça a été un élément vraiment déterminant qui a même influencé le gouvernement du Niger à mettre en place une stratégie et un document qui intègre la motivation des intervenants communautaires. Donc c'est un aspect extrêmement important. Nous tous, nous travaillons pour être payés. Et comment quelqu'un, même s'il travaille pour sa communauté, doit le faire sans pour être payé. Donc c'est une question qu'il faut avoir le courage de dire. Les personnes peuvent s'engager parce que c'est leur communauté, mais les personnes aussi doivent vivre. Donc c'est un élément important qu'il faudra aussi prendre en compte dans les interventions et voir comment, avec les États, régler cette question de motivation des intervenants communautaires. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, on rentre dans une question que c'est l'économie de la santé. Des fois, c'est ça que, voilà, le ministère, il n'y a aucun ministère qui ne comprend bien qu'est-ce qui doit se faire. Mais on a les limites pour élargir la couverture. Des fois, c'est ça le problème. L'engagement de mettre les agents communautaires dans le système, c'est un engagement économique, des fois. Et c'est justement ce type d'initiative qu'on est complémentaire, parce qu'on pense que la boutique, c'est quelque chose, mais toujours on doit travailler dans la ligne que le professeur il est en train de nous dire, de vraiment les intégrer dans le système. Parce que sinon, on perd un peu la responsabilité sur certaines personnes et on tombe aussi la question de la supervision. Comme c'est de la communauté va suivre son travail. Non, non. C'est une personne technique qui doit avoir un suivi, un accompagnement de formation pendant tous ces chemins. Et aussi, on a tombé sur une autre remarque. Moi, j'ai tellement prudent à surcharger le travail des agents communautaires. Parce qu'en fait, ça a été tout un processus de simplification des protocoles, de traitement de la prise en charge de la malnutrition pour arriver aujourd'hui à un niveau que c'est l'agent communautaire qu'on trouve en simplification des protocoles pour faire ce type de traitement. Mais si on commence à surcharger avec la santé maternelle-infantile, le suivi des femmes, la planification familiale, etc., à mon avis, ça va être une erreur pour ne pas leur donner le privilège de soigner les 4 principaux pathologies qui sont en train de toucher à notre enfants, à notre communauté. Mais c'est en réflexion. En fait, le modèle communautaire, chacun des pays, il a pris un modèle différent. Aujourd'hui, on va retourner à la Mauritanie parce qu'on a piqué la parole à la Mauritanie. J'aimerais bien, si vous pouvez nous exprimer plus tous les processus, que c'est un processus très loin de les changements et comment est-ce qu'ils sont en train de changer la politique communautaire dans le pays. Parce que c'est ça une des opportunités de mettre cette expérience dans leur politique de communauté. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est en train de reformuler pas mal de politiques à niveau de la Mauritanie. Et une des politiques clés, c'est la reformulation de la question communautaire. Effectivement, donc en Mauritanie, comme je disais tout à l'heure, dans le plan national de développement sanitaire qui couvre l'année 2017 jusqu'à l'année 2015, la stratégie de santé communautaire est vraiment en fait, c'est une stratégie qui ressort bien dans cette politique-là. Et tout en sachant que la stratégie santé communautaire, c'est une stratégie qui existait auparavant et que ça n'a pas marché dans les années 90. Donc, avec également la faiblesse de couverture
et la mortalité infantile et tout ça. Ces indicateurs-là qui sont tout le temps, bon, si je peux le dire comme ça, qui sont rouges. Donc, je pense que l'État mauritanien est en train de chercher des différentes solutions pour vraiment rehausser ces indicateurs-là. Et il ressort que la stratégie de santé communautaire, c'est une stratégie vraiment qui va permettre quand même de rehausser certains indicateurs sanitaires. Et ils sont engagés avec les bailleurs américains tels que le Fonds mondial et l'USAID, qui a financé la stratégie de santé communautaire pendant 3 ans. Ils ont commencé à former les ASC dans tout l'étendue du pays. Et également, il y a eu la formation des formateurs. La formation des formateurs, et quand la formation des formateurs est finie, donc les formateurs ont formé les ASC. Et là, actuellement, ils sont en train de former les infirmiers et chefs de poste qui vont superviser ces ASC-là. Et du coup, je pense que c'est quelque chose, c'est une stratégie qui est en train d'être redynamisée au niveau du ministère de la Santé. Et ils tiennent beaucoup à cette stratégie-là, malgré des gros défis de financement et au niveau même du ministère, parce qu'il y a même des fonctionnaires au niveau du ministère qui ne sont pas avec les ASC, qui ne sont pas avec le fait que les ASC font la PECMAS au niveau des unités de santé de base. Et je pense que ce qui a même un peu retardé notre approche santé communautaire, notre approche PECMAS ASC, ils ont bloqué le protocole de recherche, disant que la prise en charge c'est une affaire de médical. Donc l'ASC qui n'est pas infirmier, qui n'a pas un profil médical, ne doit pas pouvoir prendre en charge les enfants en masse. Et nous, avec un plaidoyer fort, et on a poussé, et ils ont finalement signé le protocole, et on est en train d'avancer, et on espère que ça va produire des résultats probants, et qui vont vraiment pousser le ministère à changer de vision, à intégrer cette approche-là au niveau de ses politiques. C'est ce que je veux rajouter. Merci. Ok, et peut-être il y a une dernière question avant d'aller à manger. Oui? Il nous reste un temps, mais cette thématique, ça va nous traîner minimum 10 minutes. Moi, je connais personnellement la personne qui coordonne les questions ICSM à niveau des actions contre la faim. Vous les connaissez aussi. Voilà. Et chaque fois qu'il arrive sur le terrain à travailler avec vous, il me dit quelque chose que c'est incroyable. Il y a un impact positif sur les, comment on dit, Empower of Women. Parce que la plupart des agents de santé communautaire sont des femmes. Alors, est-ce qu'il y a quelques personnes qui connaissent cette réalité qui peuvent me dire c'est quel vraiment l'impact de gender de cette approche sur la réalité de le terrain? Peut-être que je n'ai pas bien formulé la question. Je vais renouveler mon français. L'idée, c'est que chaque fois que j'écoute à Piluka, il me dit, voilà, c'est incroyable. Ce n'est pas seulement qu'on fait les prises en charge de la malnutrition à Guseberg. On trouve des leaders communautaires, mais qui auparavant ne sont pas des leaders communautaires. Ce sont des personnes bien reconnues pour la communauté, bien ciblées, mais justement, on vient de trouver dans quelques lieux qu'il y a une femme qui a pris ses responsabilités devant la communauté d'être les soignants de 4 pathologies. Et la communauté commence à réagir, de les donner vraiment, entre guillemets, un pouvoir qui auparavant n'a pas ça. Il commence à changer un peu la réalité de la vision des femmes sur la santé, sur la solution de la santé. Est-ce que c'est ça comme ça ou c'est quelque chose de Piluka? Salimata, tu as bien compris? Non plus. Il y a personne qui m'a compris. Avias, tu m'as compris un petit peu? Non plus. En tout cas, par rapport aux femmes, dans beaucoup de domaines, ce qu'on a remarqué qu'il y a un certain dynamisme qu'on trouve chez les femmes qu'on ne trouve pas chez les hommes. Par exemple, au niveau de certaines activités économiques, par exemple, on voit que les femmes s'organisent en coopérative, s'organisent en AGR, s'organisent en banque mutuelle, tout ça. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un certain dynamisme et tout ça.
Et on ne sait pas si la nature... chez nous, par exemple, les hommes ne sont pas toujours là. Ils ne sont pas toujours là. Ils sont en immigration au Guirimaha. Et en général, les hommes sont là pour le bétail, pour le bétail et pour l'agriculture, n'est-ce pas? Donc, quand on vient au village, ceux qui sont là pour ces genres d'activités, ce sont les femmes. Et moi, je ne sais pas, je parlerai même de la nature. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, les femmes sont capables de s'organiser et de produire plus que les hommes le peuvent faire. Et c'est pourquoi avec les AGR, en appuyant donc, les agents de santé communautaire, nous on a remarqué aussi que là encore, les femmes jouent un grand rôle. D'où l'importance aussi du genre, donc de l'impliquer plus dans ces stratégies-là. Et d'autant plus que nous, en tant qu'ONG, on conseille toujours à l'État, en tout cas à ACF, ce qu'on appelle la proximité. La proximité, c'est d'avoir localement, parce que c'est ça le problème. S'il y a le problème de couverture, s'il y a le problème de prise en charge, et avec le problème de, comment on appelle ça, de problème d'accès, le problème d'accès, je crois qu'il devrait y avoir une stratégie de proximité, des gens qui sont là, qui restent là, et qui vont prendre en charge, dans ce cas-là, je crois que le mécanisme comment on appelle ça, de AGR et tout ça, c'est très... Alors, dans ce cadre-là, pour moi, il faut toujours impliquer les femmes. Voilà, Fanta, parce qu'il a une synergie, et alors elle a bien compris la question. Donc, moi, je dirais juste que par rapport à ce point important qu'Antonio a signalé, nous avons constaté pratiquement dans nos contextes d'intervention que tout ce qui est problème d'inégalité de genre, tout ce qui est problème de surcharge de travail au niveau des femmes constitue des goulots d'étranglement assez forts par rapport à l'accès aux soins pour les femmes et surtout pour les enfants de moins de 5 ans. Donc en mettant en place cette stratégie de ICCM plus masse, nous avons constaté que les femmes ont de moins en moins ce problème d'inaccessibilité aux soins. Parce que l'USB est au niveau même du village. L'agent de santé communautaire habite dans le village. Et de surcroît, vous avez pratiquement démontré ça dans vos présentations à la Mauritanie et on suivi aussi l'approche du Mali. Il y a beaucoup plus maintenant de femmes ASC au niveau des ASC que nous formons, que nous accompagnons. Donc ce qui facilite davantage l'accès à ces soins de santé pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Les femmes qui étaient pratiquement enfermées dans leur maison à faire les travaux ménagers, parce que même l'analyse NCA que nous sommes en train de faire au niveau de l'Action contre la faim, est en train de revoir même le cadre causal de la malnutrition pour y essayer d'inclure, si je ne me trompe pas, tout ce qui est charge de travail comme étant une cause à peu près immédiate de la malnutrition chez ces enfants de moins de 5 ans. Donc si nous arrivons à rendre beaucoup plus proche, à être une prolongation de ce poste de santé au niveau de ces communautés, ça ne pourrait que faciliter en quelque sorte cette couverture que nous escomptons nous tous dans nos projets actuels. Donc c'est pour nous en tout cas une initiative à encourager en termes de renforcement du pouvoir d'agir des femmes, parce que même concernant les activités génératrices de revenus, les femmes ont leur mot à dire. Les comités de santé qui ont été mis en place, comités de gestion, c'est pratiquement plus de femmes des fois que d'hommes dans le comité de gestion. Donc ils ont leur mot à dire sur l'utilisation de cet argent-là, de ces bénéfices par rapport à l'approvisionnement en médicaments, par rapport à même l'alimentation eux-mêmes des femmes et des enfants au niveau de ces communautés. Donc c'est une initiative vraiment à saluer qui implique, je suppose, hein, et je pense que vous partagez la même idée que moi, qui implique vraiment la femme au cœur des prises de décision. Donc ça vraiment c'est une différence assez significative que cette approche a pu soulever durant sa mise en œuvre. Merci beaucoup pour la réponse. Hein. On a parlé avant de ça ou non? Voilà. Il y a trois dernières approches. Okay, merci. Je voudrais avant tout
Sincèrement dire merci à tous ceux qui ont présenté et les féliciter. Et féliciter aussi ceux qui ont intervenu. J'ai suivi avec une grande attention toutes les présentations et les interventions. Mais je me rends compte que à chaque fois, nous nous heurtons à des questions qui constituent en fait des goulots. Qu'à un niveau, nous ne pouvons pas avoir de réponse. Et je propose que l'équipe qui va faire le rapportage puisse essayer de revoir s'il faut les formuler sous forme de recommandations à ceux qui ne sont pas avec nous ici, qui sont en fait des décideurs. Vous savez, nous sommes ici plusieurs pays réunis, où chaque pays a ses caractéristiques, ses difficultés. Et allant dans le sens de la santé communautaire, nous sommes à des niveaux très disparates. Certains pays ont leur stratégie de santé communautaire, mais la mise en œuvre pose problème à cause des ressources limitées. Je prends l'exemple de mon pays où nous avons un document de stratégie de santé communautaire. Et donc, ces agents de santé communautaire, que nous on les appelle des relais communautaires, font partie du système de santé et constituent le 4e niveau du système de santé, du niveau central, du niveau provincial et du niveau opérationnel. Et le 4e niveau, c'est les relais communautaires. Mais maintenant, l'approche pour la mettre en œuvre, il y a des goulots qui sont là, le pays est tombé en crise, on a commencé à former, je crois que dans 5 provinces, la formation a eu lieu, mais maintenant il faut commencer à les intégrer dans le système de santé et évidemment penser à leur rémunération, mais il y a des difficultés. Et donc, partout, je crois qu'il y a ce genre de difficultés. Nous devons, à travers cette assise, essayer d'interpeller les décideurs pour qu'ils puissent, de façon harmonique, réfléchir à cette approche qui, en fait, sans les relais, tout ce que nous sommes en train de dire ne pourra pas marcher parce que tout, en fait, repose sur la communauté. Si la communauté n'est pas avec nous et si la communauté ne s'approprie pas, je pense que les résultats ne seront pas pérennes, parce que tout projet a une fin. Voilà ce que je voulais proposer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, je voulais revenir un peu sur le leadership féminin. Comme vous le savez, au niveau de la nouvelle politique d'aide internationale du Canada, qui est nommée politique d'aide internationale féministe du Canada, le leadership féminin occupe une place centrale. Il tourne autour du renforcement du pouvoir des femmes et des jeunes filles. Maintenant, là, il ne s'agit pas juste d'offrir des services à ces femmes. Il ne s'agit pas d'alléger la charge de travail des femmes, mais d'aller plus profondément. C'est-à-dire que ces femmes-là intègrent les instances de décision. C'est à elles de définir les services qu'on doit leur offrir, la qualité même de ces services. Parce que si on offre des services qui ne sont pas adaptés aux besoins de ces femmes-là, c'est-à-dire qu'il y a les offres de services qui sont là, on dit qu'on va ouvrir la boutique à 9 h. Si les femmes doivent travailler à la maison, elles ne peuvent pas accéder à ces services-là. Elles ne peuvent pas bénéficier de ces services. D'où l'importance de revoir la place même de la femme et des jeunes filles au sein des activités qu'on est en train de mener. La politique, elle est bâtie sur 5 champs, sur la base de 5 champs d'action. Et la principale, c'est l'égalité des genres. La deuxième, c'est au niveau de la dignité humaine, qui prend en compte les aspects de nutrition, de santé, d'aide humanitaire, qui rentrent dans le cadre de ce projet-là. Mais, au niveau du Canada, il est important, je dirais même primordial, pour chaque analyse de revoir quels sont les goulots d'étranglement qui font que ces femmes-là n'ont pas accès
à ces services de santé, de nutrition, la répartition des terres, etc. etc. Donc c'est sur ce point-là que je voulais vraiment appuyer un peu l'intervention de Fanta pour un peu montrer l'importance de la femme au sein des stratégies. Et il y a même un projet qu'on est en train de dérouler, qui est dans la dernière phase au niveau des régions de Kédougou et de Kolda, qu'on appelle le projet intégré de nutrition dans ces deux régions-là. On a fait une analyse genre pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit renforcer. Et dans l'éventualité d'une phase de ce projet PINC-là, il est primordial d'intégrer cette stratégie. Il y a des investissements lourds, mais qui se justifient, qui montrent que si on les prend en compte, on peut atteindre les résultats. On peut contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle de nos populations. Voilà, c'est quelques mots que je voulais dire pour appuyer un peu l'intervention de Fanta. Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Ok, d'accord. Ok. Bonjour à tous. Je remercie tous les intervenants par rapport à la question JAR. Et en ce qui concerne l'aspect JAR dans nos communautés, dans n'importe quel travail, il est très important d'impliquer les femmes là-dedans, selon moi. Car la communauté elle-même, il y a tellement de femmes qui sont à côté dans la communauté et ces femmes souffrent réellement. Par exemple, je donne un exemple sur le choix des relais qui sont vraiment des interfaces entre la communauté et puis les centres de santé. Et aussi les agents de santé communautaires également. C'est-à-dire si on arrive à faire une égalité vraiment d'agents de sexe, en choisissant ces AIC et puis ces relais communautaires, ça va beaucoup améliorer vraiment nos qualités des interventions sur le terrain. C'est-à-dire, à Bafoulavé, nous, on a eu à faire des focus group avec ces femmes. C'est-à-dire, si on réalise des focus group avec elles, c'est très facile aux femmes vraiment de faire ressortir leur goulot d'étranglement avec une autre femme. Et tout ce qui concerne la santé maternelle et infantile, aujourd'hui, je pense que ça concerne le pourcentage des femmes là-dedans est plus considéré plus que les hommes. Donc pour pouvoir trouver une solution adéquate par rapport à ces problèmes, vraiment il faut que les femmes soient impliquées dans certaines pratiques sur le plan sanitaire. Et ça va les booster aussi à prendre des décisions et à voir au clair vraiment le boulot d'étranglement, même pour mieux sensibiliser les maris et consorts dans ces cadres. À mon avis, quand même, leur participation quand même est inévitable, vraiment. Si on peut appuyer ce processus, hein, parce qu'en ce qui concerne beaucoup de nos interventions sur le terrain, on a des barrières. Et ces barrières, généralement, c'est-à-dire, c'est dit à l'aspect genre. La femme est là, elle souffre, elle n'a pas de décision ni rien. Elle est marginalisée par son mari, par la communauté, par les traditions et puis les cultures. Mais si cette femme arrive à connaître vraiment qui est elle-même, de quoi elle peut faire, ainsi de suite, mais dans le respect mutuel. Parce que quand on parle de l'autonomisation de la femme, les unes et les autres parlent vraiment du contraire, alors que ce n'est pas ça. Vraiment. La femme doit s'unir vraiment à son mari, elle doit des soumissions à son mari, mais il est temps que les femmes sachent vraiment les réalités, et puis il est temps aussi qu'on les implique dans le système de santé, que ce soit au niveau communautaire et aussi au niveau hiérarchique. Vraiment, je vous remercie. Voilà. Bon, on a ouvert bien la boîte, non? Désolé, c'est moi, c'est mon rôle d'ouvrir certaines boîtes que je regarde qui sont fermées pour, voilà, commencer à exprimer, à parler de ces thématiques. On va s'arrêter ici, mais on va continuer à parler de ces thématiques parce que après les repas, on va parler des GASPA, les PV
et quelque chose de la communauté que ça contourne toujours dans les mêmes thématiques de le rôle de la femme dans toutes les solutions à notre problème de la malnutrition. Alors, bon appétit à tout le monde. Il y a quelque chose à dire, Fanta? Juste avant d'aller en pause, en fin de journée, nous allons remettre 3 trophées aux 3 présentations les plus innovantes parmi les 8 pays. Donc, il y a un jury qui est fondu actuellement dans la salle. On ne va pas révéler les noms, par peur qu'ils soient un peu corrompus. Mais juste pour vous dire que les 3 expériences les plus innovantes, avec des critères bien définis, seront primées cet après-midi, Inch'Allah. Oui. Merci et bon appétit. Dans 1 heure. Ici